Bonjour, bienvenue dans notre traditionnel programme Entretien avec Christian Pendeng-Koka. 2 émissions en moins de 2 semaines, ça témoigne de l'importance des enjeux. Christian Pendeng-Koka, bonjour. Bonjour Albert Michel Nguilo. Comment vous sentez-vous? Oh, ça va très bien. Ça va très bien. La nouvelle du décès de Maître Swap. Écoutez, c'est véritablement un choc. C'est un choc pour nous tous. Et j'étais vraiment effondré à l'annonce du décès de Sylvain Swap. C'est un décès vraiment inattendu. Vous savez que Maître Sylvain Swap a été le coordonnateur, n'est-ce pas, du collectif des avocats, aussi bien locaux qu'étrangers, qui a eu à défendre, et qui continue d'ailleurs de défendre, n'est-ce pas, les leaders, les militants et les sympathisants du MRC et d'Agir et des autres alliés dans le cadre de ce combat-là. Donc sa disparition pour nous est un grand drame. C'est un grand drame. Nous osons espérer que la lumière sera faite sur les circonstances absolument surprenantes de cette disparition. Je voudrais en profiter pour présenter à son épouse, à ses enfants, à sa famille, à ses confrères, mes condoléances les plus émues. Sylvain était quelqu'un qu'on appréciait énormément, d'abord pour sa compétence professionnelle, pour son esprit d'équipe, mais en même temps pour sa gaieté, sa jovialité, parce qu'il savait, même ça, il réunissait tous ses talents qui étaient absolument nécessaires et cruciaux pour les victoires que nous avons obtenues. Et jusqu'où pourrez-vous mettre la pression sur le gouvernement pour rendre claire cette histoire? Parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de cas de décès suspects et on n'a jamais eu de conclusion des enquêtes. Parce que ça inquiète beaucoup de plus en plus. Je pense comme dans tous les autres cas, nous allons utiliser tous les moyens à la disposition que ce soit de nous-mêmes, les moyens qui sont à la disposition de nous-mêmes, de ces confrères avocats locaux et internationaux pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Ahmad était au Cameroun en fin de semaine. Il a carrément demandé aux Camerounais de célébrer le président Paul Biya pour les infrastructures qu'il est en train d'offrir aux populations. Ce genre de propos, qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, je suis choqué par les propos indécents du président d'une CAF qui est pratiquement sous la tutelle de la FIFA pour des suspicions de corruption. Monsieur Ahmad va pratiquement au-delà de sa fonction. Et je comprends pourquoi. Si la CAF, finalement, est sous tutelle de la FIFA, je pense qu'il n'a plus rien à faire, sinon de devenir le propagandiste politique de M. Biya. Je ne vois pas en quoi M. Ahmad peut demander aux Camerounais de célébrer, n'est-ce pas, le régime Biya devant son échec économique total, devant le désastre social, devant la pauvreté rampante, devant la corruption et l'impunité rampante. Dans un environnement où les hôpitaux sont devenus des mouroirs, où les salles de classe sont surbondées, où les routes sont des hécatombes, où la jeunesse est dans la désespérance, par manque d'emploi, de revenus, de perspectives. C'est une jeunesse qui est désespérée, désemparée, en désarroi. Quand il dit qu'on nous a donné des infrastructures, je crois que vous devez savoir, dès le début de ces constructions, que nous avons commencé à dire que ce sont des infrastructures qui sont, en termes numériques, excessifs. Des infrastructures qui sont excessives. Dans les mêmes villes. Exactement. Donc, je l'avais déjà dit. Et au niveau de leurs coûts, c'est des coûts exorbitants. Et en plus, quand lui-même dit, on avait besoin, par exemple, de 6 stades, on en a 5, mais il ne se rend pas compte que, justement, il y a un sureffectif, si on peut le dire, n'est-ce pas? Un surdimensionnement des stades. On n'en avait pas besoin de tant que cela. Et le scandale financier qui est associé n'est-ce pas, à l'échec de la CAN 2019 ne dit rien à M. Ahmad. Il célèbre M. Biya. Le fait que ce fiasco, ce scandale financier soit passé sous silence, sans enquête, sans jugement, sans rien, 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 sans rien,
sans enquête pour dénoncer les coupables, les rendre responsables de ce qu'ils ont fait, lui, ça lui plaît. C'est-à-dire qu'il estime que les Camerounais sont tellement stupides qu'ils ne voient pas dans quoi ils vivent et qu'ils sont tellement myopes, ils sont tellement zombifiés qu'ils ne voient pas dans la misère, ils ne voient pas la misère dans laquelle ils vivent et qu'ils auraient de très bonnes raisons de célébrer M. Biya. Je trouve véritablement ces propos choquants et indécents. Et je crois que ça nous dit tout sur pourquoi la CAF est mise sous tutelle par la FIFA. La réaction d'Ahmad Bandou fait penser au député français qui était au Cameroun la semaine dernière et qui a dit le boycott des élections par le MRC est inefficace parce que la politique de la chaise vise n'a jamais payé. Je crois que ce député, il est dit sur commande. Un député de nationalité centrafricaine, mais en fait d'origine centrafricaine mais de nationalité française. Non, mais je crois qu'il est dit sur commande. Il est dit sur commande et je suis désolé. Et ces propos sont tout aussi inadmissibles pour moi que ceux de M. Ahmad, pour quelqu'un qui connaîtrait la situation du Cameroun. Vous devez savoir que dès après l'élection présidentielle, nous avons démontré que le système électoral camerounais est totalement verrouillé et sous le contrôle d'une seule personne. Et que c'est la raison pour laquelle, depuis 37 ans, les Camerounais n'arrivent pas à choisir librement des dirigeants compétents et légitimes qui soient comptables devant les populations périodiquement de leurs performances, qui est à rendre compte aux populations de leurs performances. C'est la raison principale. C'est-à-dire que quand vous regardez déjà des institutions politiques qui sont monolithiques, le système électoral est au cœur de ces institutions politiques monolithiques. Voilà la raison principale pour laquelle nous sommes là. Et la communauté internationale, d'ailleurs, nous a suivis en demandant à M. Biya de ne pas organiser d'autres élections avant une réforme consensuelle de ce système électoral. Parce que la communauté internationale, l'Union européenne, l'Union africaine pour commencer, l'Union européenne par la suite, le Congrès des États-Unis, le Parlement du Canada, toutes ces institutions ont demandé à M. Biya de réformer de manière consensuelle le système électoral avant toute nouvelle élection. Il passe en force. Mais il passe en force. C'est quand même surprenant. Mais non seulement il passe en force, mais nous connaissons également la situation d'insécurité du pays, où une bonne partie du pays dans nos zones ne pourra pas participer à des élections législatives ou participer à ces élections de manière tout à fait insatisfaisante à cause du climat qui vit là-bas. Et nous avions toujours dit que, n'est-ce pas, organiser les élections dans ce contexte et entériner la partition. Mais qu'est-ce que ce député vient dire? Que ça ne correspond à aucune réalité. Ça va de soi, n'est-ce pas? Et on sait également qu'une fois qu'on l'a dit, ce système n'ayant pas changé, si on allait là, c'est comme si on allait dans une espèce de piège, n'est-ce pas, qui était connu d'avance. Et qu'est-ce que vous alliez nous dire après, lorsqu'on ferait des protestations, des contestations, vous seriez en train de nous dire que mais vous êtes incohérent, puisque vous-même vous saviez que le système est verrouillé, il n'est pas fiable, il n'est pas crédible, le système électoral, je veux dire. Et vous faites des contestations, vous dites pourquoi. Certains opposants qui ont accepté de participer à ces élections et qui disent pour changer, il faut être à l'intérieur. Mais vous savez qu'ils ne vont rien changer. Ce n'est pas la première fois que les partis d'opposition ont vécu avec M. Biya. Ça fait depuis 37 ans quand on a ouvert le multipartisme dès 92, ils ont changé quoi? Il y a des partis d'opposition, ils ont changé quoi? Au contraire, le régime Biya les a avalés, il les a complètement phagocytés, au point où il ne peut plus rien dire. Vous savez aussi bien comment. Pour preuve, le SDF, malgré sa présence, sa forte présence au Parlement et à l'Assemblée nationale, n'ont jamais réussi à imposer un débat sur la crise anglophone. Mais bien entendu, mais ça c'est le cas le plus illustratif. Malgré tout ce qu'ils ont fait au sein de l'Assemblée, pour qu'il y ait débat sur la crise anglophone, n'est-ce pas, il a encore fallu qu'il y ait une pression extérieure pour qu'on organise encore le grand dialogue national qui lui-même n'a jamais été inclusif. Donc vous comprenez que ce que ce député parle il récite, parler de la politique de la chaise vide. Il faut parler de la politique de la chaise vide dans un contexte démocratique où les gens peuvent s'exprimer. Si le contexte était démocratique, si le système électoral était véritablement crédible, fiable et transparent, effectivement, ne pas y participer aurait été quelque chose. Mais vous ne pouvez pas dire qu'une chose dont les résultats sont annoncés d'avance, n'est-ce pas, vous allez y participer. Participer à un jeu
dont l'arbitre est du côté de l'adversaire, et tous les arbitres sont pratiquement du côté de l'adversaire. Les règles du jeu sont sous son contrôle, et le processus de notation est sous son contrôle, et vous y allez. En clair, participer à une élection locale en 2020, telle qu'organisée par le gouvernement, c'est poser carrément une action égoïste, parce que ce n'est pas penser au bien public, ce n'est pas penser à tout le Camerounais. Ceux qui le font sont en train de penser à eux-mêmes. Participer aujourd'hui à l'élection, à une élection qui a essentiellement pour seul but, n'est-ce pas, de maintenir le statu quo. Et le statu quo, c'est quoi? C'est plus de pauvreté, plus de souffrance pour les populations. C'est la stagnation de l'économie, c'est le désastre social, c'est la fracture sociale, n'est-ce pas? C'est plus l'appauvrissement des gens et tout, c'est cela, quoi. C'est prolonger l'agonie des populations, c'est tout. Pensez-vous que le mot d'ordre de boycott peut avoir un effet? Il aura un effet, parce que les Camerounais ne sont plus, ils ne l'ont jamais été, mais je veux dire que ce que ce régime avait fait, c'est de déconscientiser les populations. Mais je crois qu'il y a un gros travail qui a été fait, un gros travail de communication avec tout ce que vous faites, hein, vous, les médias indépendants et les moyens modernes que nous avons des réseaux sociaux. Vous pouvez le voir, les Camerounais sont beaucoup plus éclairés sur les problématiques et sur les enjeux, n'est-ce pas, politiques. Et ils comprendront, n'est-ce pas, l'intérêt de suivre massivement le mot d'ordre du boycott. Ils ne le font pas pour nous, ils le font pour eux-mêmes. Parce que s'ils ne le font pas, mais M. Albert Michel Djilo, ce sera toujours beaucoup plus de souffrance pour vous, beaucoup plus de souffrance pour vos enfants, n'est-ce pas? Et les enfants de vos enfants, et c'est tout. Ils le font pour... Il faut absolument qu'il y ait une réforme majeure, une modernisation du Cameroun. Bon, on ne va pas continuer à faire ce qu'on fait là. Parlons maintenant de la fiscalité. La pression fiscale au Cameroun, ça c'est une information rendue publique par Investir au Cameroun. La pression fiscale au Cameroun sur les entreprises représenterait 57,7% contre une moyenne de 46% pour les pays africains. Est-ce qu'on peut dire que le Cameroun, comment dirais-je, que les entreprises sont essoufflées? En fait, je veux dire, vous avez pris la statistique que 57% contre une moyenne de 46%. Mais en réalité, le problème qu'on devrait dire, c'est que à cause de la prépondérance du secteur informel au Cameroun, de nombreuses activités économiques ne participent pas à la fiscalité, ne contribuent pas. Donc, les seules contributions fiscales que vous avez là proviennent de quelques entreprises qui ont pignon sur rue. Et si vous faites le total de leur contribution fiscale sur leur valeur ajoutée, vous arrivez effectivement à des chiffres comme 57%. Mais bien entendu, quand vous regardez les recettes fiscales totales sur le PIB, à contrario sur le PIB, vous allez tomber à 17%, 16-17%. C'est ça la différence. Donc, au fond, c'est pour ça qu'on demande qu'on élargisse l'assiette fiscale pour que le plus grand nombre de contribuables possible. Mais le gouvernement ne le fait pas. Pourquoi? Parce que ça va leur imposer de moderniser l'économie du Cameroun. Ça va leur imposer des contreparties en termes d'infrastructures, n'est-ce pas? Que ce soit l'infrastructure routière, que ce soit l'énergie, n'est-ce pas? Parce que finalement, vous allez demander aux gens de contribuer, mais lorsque les gens vous demanderont, mais quelle est la contrepartie de ma contribution, avec un gouvernement comme celui-là, de prédateurs, de prévarication, il ne pourra rien avoir. Et qu'est-ce qui arrive? Ils font du harcèlement de quelques entreprises qui sont là. Alors qu'en réalité, c'est l'État qui devrait créer des conditions pour avoir des entreprises viables. L'entreprise, vous savez, l'entreprise, c'est comme la poule aux œufs d'or. L'entreprise, c'est comme la poule aux œufs d'or. C'est l'entreprise qui crée de la valeur. C'est une partie de cette valeur-là qui donne des recettes à l'État. C'est une partie de cette valeur-là qui donne le salaire. C'est une partie de cette valeur-là qui construit le revenu des investisseurs. Donc, plus un pays a des entreprises viables, plus l'État lui-même est viable. Mais un État qui n'aurait pas d'entreprise viable ne serait pas lui-même viable.
Or, tous les États qui veulent, n'est-ce pas, rentrer dans ce cercle vertueux, c'est ce qu'ils font. Et c'est ce que la Chine a fait. C'est ce que la Chine communiste a compris à partir de 1978 avec Deng Xiaoping. Elle a compris vite que si elle voulait entrer dans le cercle vertueux, n'est-ce pas, de la croissance et de la création de la richesse, il fallait que l'État se réconcilie avec l'entreprise. Et l'État chinois, le Parti communiste chinois d'ailleurs s'est réconcilié avec l'entreprise. L'entreprise n'a plus été diabolisée. L'entreprise est devenue comme un partenaire dans le processus de création de richesse. Et à partir de ce moment-là, l'entreprise a fait l'objet, n'est-ce pas, de toutes les sollicitudes d'un environnement plutôt, qui est, on va dire, favorable, propice à son épanouissement. Et du point de vue fiscal, du point de vue des infrastructures, du point de vue des appuis au niveau du crédit et ainsi de suite. Elle a reconnu l'intérêt de l'entreprise privée. Parce qu'au fond, la richesse ne se crée pas par la consommation. La richesse se crée par l'innovation, par la créativité, par l'imagination, qui sont les vertus des entrepreneurs. Donc, si l'innovation, la créativité, l'imagination, qui sont les vertus de l'entrepreneur, vous ne créez pas des conditions pour avoir beaucoup plus d'entrepreneurs, c'est-à-dire qui créent des entreprises, c'est-à-dire qui créent des poules aux œufs d'or, vous tombez dans la situation chaotique dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Ou finalement, vous êtes dans un pays où les fonctionnaires sont plus riches que ceux qui entreprennent. C'est quand même un paradoxe extraordinaire. Pourquoi donc une entreprise, un entrepreneur devrait se donner tant de mal, n'est-ce pas, à payer les impôts, et ainsi de suite, quand il voit le style de vie d'un fonctionnaire dont on dit qu'il gagne à peine 200 000 francs, mais il voit son style de vie. Je vous ai parlé l'autre jour d'un fameux restaurant ici à Yaoundé, où à la Saint-Sylvestre, un couple payait 500 000 francs dans une ville de fonctionnaires. Pourquoi voulez-vous qu'à ce moment-là, les gens soient portés, n'est-ce pas, à aller vers cette dynamique entrepreneuriale? Or, si vous n'avez pas de vrais entrepreneurs, si vous n'avez pas de vrais champions nationaux, vous avez le résultat exactement de ce que nous avons là. Parce que l'environnement va tellement être dissuasif qu'on n'aura pas d'investissement, ni d'investisseurs, ni locaux, ni étrangers qui viendraient investir ici. Et quand vous parlez de la fiscalité toujours, on observe dans la loi de finances 2020 l'augmentation de taxes sur pratiquement tous les produits, y compris les produits de grande consommation. On a même vu le gouvernement taxer les téléchargements en ligne. Mais justement, parce qu'ils sont tellement à la recherche d'argent, ils sont tellement asphyxiés du point de vue de la trésorerie, que je vous dis, qu'ils sont obligés de taper là où ils peuvent taper visiblement. Vous savez, la statistique, l'indicateur que je vous ai donné tout à l'heure, recette fiscale sur PIB, de 17%. Dans des pays européens, il est de l'ordre de 44%. Regardez le gap. C'est-à-dire recette fiscale sur PIB. En France, par exemple, il est de 55%. C'est-à-dire 55% du PIB généré par la France va à l'État. Donc donnant ainsi à l'État les moyens, n'est-ce pas, de mettre en place des politiques sociales, des politiques économiques et tout cela, des infrastructures et tout cela. On n'aurait même pas besoin d'aller chercher des crédits. Vous voyez ce que je veux dire? Mais prenons la moyenne européenne de 44% et les 17%, vous avez là une différence de 27%. Les 55% de la France, là vous avez là une différence pratiquement de 38%, de 38 points. Mais si vous ne rattrapez que 20 points, vous n'augmentez que 20 points pour passer de 17 points, n'est-ce pas, à 37%. Vous voyez ce que vous engrangerez. Mais pour cela, il faut que cette bonne partie de l'économie informelle puisse rentrer dans le formel. Mais pour que ces gens rentrent dans le formel, il faut qu'ils voient la contrepartie. Parce qu'ils sont tous en train de fuir. Vous avez un système où tout le monde fuit l'État. L'État devient l'obstacle à la création d'entreprises. Et les gens ont besoin de vivre et de survivre. Donc les gens sont dans une dynamique de survie, où ils voient l'État comme le prédateur, mais vraiment l'ennemi, mais l'obstacle à leur épanouissement. Et il faut le fuir. Mais si vous ne voyez pas ici, l'État n'est plus considéré, l'État est considéré comme un prédateur. L'État n'est plus considéré comme le protecteur. L'État n'est plus considéré comme l'arbitre absolument impartial, qui veut l'intérêt général. Non, c'est un État qui est dans les mains de prédateurs. C'est un État gangster. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un État gangster, c'est un État mafieux. Donc on le fuit, il faut l'éviter. Vous ne pouvez même pas imaginer, dès que cet État commence à dire quelque chose, on dit, qu'est-ce qu'il veut encore venir? On me dit qu'il faut maintenant payer 200 000 francs pour obtenir un passeport. Mais enfin, attendez, c'est pourquoi? C'est pourquoi on cherche quoi? C'est parce que justement, il faut frapper partout, il faut frapper tout ce qu'on peut frapper parce que c'est visible, n'est-ce pas, pour obtenir de l'argent, mais de l'argent qui ne servirait à rien, qui servirait plutôt à la prévaloir.